Un grand angle consacré à un débat épineux qui revient régulièrement dans l'actualité. Comment gérer au mieux le rapatriement en Europe des femmes et des enfants retenus dans les camps djihadistes en Syrie? Une question qui pose également l'idée qu'on se pose de leur prise en charge dans leur pays d'origine et de leur avenir. Et pour en parler avec nous, Marie Dosé, membre du collectif Famille Unie et avocate également. Avec nous, Thomas Renard. Vous êtes spécialiste des questions de lutte contre le terrorisme et de radicalisation. Marie Dosé, je voulais juste qu'on fasse un petit rappel en préambule. Début juillet, donc la France décide le rapatriement de 35 enfants et 16 femmes vivant dans des camps en Syrie. Une grande première en ce qui concerne la France. Jusqu'à présent, c'était plutôt du cas par cas. Vous saluez, je suppose, cette décision. Ah si, c'est un changement de doctrine et ça doit l'être. C'est en tout cas comme cela que c'est assumé. Je ne peux que le saluer et je peux que regretter aussi le temps perdu. Parce que 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans d'attente pour certains de ces enfants, c'est toute leur enfance en fait. N'oublions pas que certains de ces enfants sont nés dans les camps et que je supporte de moins en moins l'expression enfants de djihad. Ça devient les enfants des camps. Parce que leur souvenir de la Syrie, ce sera les camps. Donc je salue quelque chose qui aurait dû intervenir beaucoup plus tôt, mais je regrette de constater que cet été, pas d'autres opérations de rapatriement ne semblent être envisagées. Et je pense à tous ces enfants qui restent là-bas, tous ces enfants français qui, moi, me disent « Mais pourquoi j'ai pas été choisi? Pourquoi pas moi ?» Ils ont vu leurs copains belges, allemands partir. Et même leurs copains français, et eux restent. Et Marie Dosé, justement, on va voir dans ce sujet de Maïvalo les positions des différents autres pays concernés. Regardez. Leur rapatriement s'est fait dans le plus grand secret. C'était le 5 juillet. 35 enfants de djihadistes et de nationalité française détenus ici, dans le camp de Roje en Syrie, atterrissaient en France. Avec eux, 16 mères. Une première pour l'Hexagone. Chaque fois que nous le pouvons, nous procédons à des opérations de rapatriement, évidemment en priorité pour des enfants qui sont en situation de détresse, et puis pour des raisons sécuritaires, comme nous l'avons fait lors de la dernière opération, il y aura des rapatriements de femmes. Sous la pression d'ONG et des familles notamment, Paris semble ainsi mettre un terme à sa politique du cas par cas. Avant ce retour massif inédit, selon les estimations, il restait près de 200 mineurs et 80 femmes dans des camps du nord-est syrien contrôlés par les Kurdes. Ils seraient donc encore nombreux à vivre dans des conditions qualifiées d'épouvantables par l'ONU. Depuis la chute de l'organisation État islamique en 2019, la France est le pays européen qui compte le plus grand nombre de ressortissants détenus en Syrie. Elle est aussi la plus réfractaire à leur rapatriement. Le nord de l'Europe et l'Allemagne ont fait le choix d'accueillir les mineurs, mais aussi leurs mères, bien plus tôt. Même les Pays-Bas, réputés pour leur intransigeance, ont rapatrié en février dernier 5 femmes et leurs 11 enfants. Plus récemment, à la fin du mois de juin, débarquaient en Belgique 16 mineurs et 6 femmes, contre 10 enfants et leurs 6 mères, un an auparavant. Ces enfants ont immédiatement été pris en charge par les services et les parquets jeunesse compétents. Les femmes concernées ont été transférées dans différentes prisons après avoir eu l'occasion de se séparer de leurs enfants dans de bonnes conditions. Côté français, les 16 femmes rapatriées ont toutes été mises en examen et placées en détention provisoire pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Thomas Renard, on le disait dans le sujet, le droit au retour est inscrit dans presque tous les documents internationaux relatifs aux droits humains, notamment l'article 10 de la Convention internationale aux droits de l'enfant. Si je comprends bien, la France était donc dans l'illégalité jusqu'alors ? Il y a différentes interprétations qui peuvent prévaloir et donc les États membres ont tenté de jouer la carte du fait qu'on était dans une situation de conflit armé où ils n'avaient pas les capacités diplomatiques ou matérielles de pouvoir aller rechercher ces femmes et ces enfants. Donc disons que l'argument en regard du droit international était plus facile à faire et faisait plus de sens à faire en faveur du rapatriement plutôt qu'à l'encontre du rapatriement. Mais donc je pense que certains États membres, dont la France, ont joué cette carte-là, si vous voulez, pour jouer le temps, pour des raisons politiques, pour des raisons électorales, parce qu'ils n'étaient simplement pas en faveur du rapatriement. Mais selon le droit international, de manière générale, c'est plutôt l'argument du rapatriement qui prévaut. Marie Dosé, moi je voulais qu'on comprenne concrètement
maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants et ces femmes qui arrivent en France? Les femmes vont être dans les mains de la justice. Les enfants, ils sont placés généralement dans des familles d'accueil. Concrètement, dites-nous ce qui se passe. Les femmes, elles sont toutes judiciarisées en France. C'est d'ailleurs pour ça que les autorités qui les détiennent, c'est-à-dire les Kurdes, appellent les pays à rapatrier ces femmes, parce que les Kurdes ne peuvent pas les juger, elles ne peuvent pas être jugées au Rojava, ce n'est pas un État. Donc elles ne sont judiciarisées qu'en France. Dès l'instant où elles arrivent sur le territoire français, elles sont mises en examen pour une infraction criminelle et placées en détention provisoire. Des magistrats instructeurs travaillent sur leur dossier depuis des années, depuis leur départ, depuis 2013, 2014, Mais la justice 2015. les connaît. Mais la justice les connaît et l'instruction est en cours les concernant ou l'enquête préliminaire si c'est le parquet qui est saisi depuis des années. Donc les femmes sont effectivement incarcérées et les enfants sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, placés dans des familles d'accueil ou dans des structures et vont rencontrer petit à petit leur famille dans le cadre de visites médiatisées, leur famille d'origine. Parfois ils les connaissent, parfois ils ne les connaissent pas. Et pour pouvoir, dans quelques mois, les retrouver. Mais ils peuvent être laissés à leurs grands-parents ou à d'autres membres de la famille? Mais bien sûr, pas tout de suite. Au départ, on les place dans des familles d'accueil pour réaliser des investigations. Pourquoi dans des familles d'accueil? Tout simplement parce qu'il faut réaliser des investigations dans les familles d'origine et des éducateurs de la PJJ. De les laisser aux grands-parents? Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on veut savoir et savoir dans quel milieu ils seraient le mieux accueillis. Il y a une famille paternelle, il y a une famille maternelle, il y a des grands-parents, des oncles, des tantes. Peut-être que tout le monde a envie de l'accueillir, peut-être qu'une seule personne a envie de l'accueillir. On mène des investigations pour savoir dans quelles conditions il sera le mieux accueilli. Une fois que ces investigations sont menées, le juge des enfants statue et le but, c'est évidemment que l'enfant retrouve sa famille d'origine. Je veux juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. La France a été condamnée par le Comité des droits de l'enfant international pour violation de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, elle a eu beau jeu pendant des années de dire, vous vous rendez compte, on n'a aucun pouvoir sur ces camps, on ne peut pas le faire. Ça n'a pas fonctionné, cette défense. Et j'espère que ça ne fonctionnera pas non plus devant la Cour européenne. Nous attendons une décision. Thomas Renard, selon vous, rapatrier ces enfants, c'est aussi une question de prévention de la radicalisation? Prévention de la radicalisation de ces femmes et de ces enfants, certainement, oui, parce que ces femmes, ces enfants et ces hommes, d'ailleurs aussi dans les prisons, on n'en parle pas pour le moment, on ne peut pas imaginer que cela mène à leur déradicalisation, si tant est qu'ils soient toujours radicalisés ou qu'ils ne l'aient jamais été. Donc, effectivement, si on veut que ces femmes, que ces enfants, que ces hommes se déradicalisent, ou en tout cas prennent distance avec l'idéologie djihadiste ou avec le groupe, que ce soit État islamique principalement ou d'autres groupes djihadistes auxquels ils aient pu appartenir, le meilleur moyen, c'est évidemment de leur permettre de prendre cette distance physiquement, c'est-à-dire de les sortir de ces camps, ou notamment dans le camp de Al-Hol ou dans les prisons pour hommes, ils sont toujours sous une certaine influence parce qu'il reste là-bas des personnes extrêmement influentes qui arrivent à exercer une forte pression sur les autres personnes qui sont détenues dans les camps ou dans les prisons. Donc les laisser là-bas, c'est sûr que ça ne pourra jamais mener à une solution positive pour ces individus-là. Et comme ça a été dit par Marie-Dosé, effectivement, ils ne pourront pas être jugés là-bas. On sait qu'il y a eu une attaque sur la prison de Hassaké, il y a eu des évasions des camps de Hol. Il y a eu un camp qui a été fermé du côté d'Ain Issa aussi, etc. Donc en fait, ces femmes, ces enfants, ces hommes, à terme, pourraient soit s'évader, soit être relâchés, soit être libérés par des groupes djihadistes, sans jamais avoir été libérés, à ce moment-là revenir. Et donc la question se pose de quel sera leur profil, leur motivation à ce moment-là. Est-ce qu'ils seront davantage un risque pour nos sociétés à ce moment-là? Et la question est sans doute oui. C'est pour ça que l'argument sécuritaire a été invoqué parmi d'autres arguments, les arguments légaux, les arguments moraux, pour rapatrier ces individus, parce qu'on arrive à la conclusion, là, en tout cas un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs sécuritaires, arrivent à la conclusion qu'il est moins dangereux de les rapatrier que de les laisser là-bas, où on n'a aucun contrôle, où on a peu d'informations, peu de moyens de suivre ces individus. Marie-Dosé, le suivi, il est correctement fait ensuite en France pour ces femmes qui sont emprisonnées, par exemple, et qui reviennent? Mais tout est toujours perfectible. Mais
Il y a des quartiers d'évaluation de la radicalisation qui fonctionnent, et moi je le sais puisque j'y vais régulièrement. Il y a des quartiers de prise en charge de la radicalisation pour ces femmes, et notamment à la maison d'arrêt des femmes de Rennes. Il y a un vrai travail qui est fait, bien sûr, par des référents cultuels. Et encore une fois, évidemment, il a tout à fait raison de le rappeler, dans ces camps, la radicalisation, elle est partout. Ce que je veux dire, c'est que des tentes ont encore brûlé il y a peu de temps, et certaines de ces tentes brûlent parce que des femmes très radicalisées brûlent les tentes de celles qui veulent être rapatriées. Et ça, c'est renseigné, nous le savons. Donc, évidemment, qu'en laissant tout ce petit monde dans ces camps, nous fabriquons de la radicalisation. Mais est-ce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas revenir, qui veulent rester là-bas? Ah, mais certaines ne veulent pas revenir, bien sûr. Et on laisse celles qui veulent revenir avec leurs enfants en compagnie de celles qui ne veulent pas revenir. Mais je rappelle, Daesh a appelé à plusieurs reprises à libérer, entre guillemets, ces femmes et ces enfants pour mieux les enrôler de nouveau. Et comment ça se passe pour celles qui veulent rester là-bas, mais qui veulent ou qui voient leurs enfants être rapatriés en France? Non. Alors ça, c'est terminé. C'est terminé. On en a fini avec ça. On était le seul pays européen à avoir osé séparer des enfants de leur mère. La séparation est terminée. Dans le désert syrien. Vous imaginez le traumatisme des gamins qui tous les matins se lèvent en France en sachant leur mère et parfois leurs petits frères et sœurs dans la tente en train de périr là où eux-mêmes ont failli périr. Ça a été une catastrophe. Donc on arrête avec cette torture, on rapatrie les enfants avec les mères. C'est en tout cas le changement de doctrine qui est assumé. J'espère juste que ça va s'accélérer. Parce que quelques chiffres, c'est embêtant les chiffres, mais c'est quand même important. Depuis le 1er janvier 2022, il y a 236 enfants et 98 femmes de 10 pays différents qui ont été rapatriés. Parmi elles, seulement le rapatriement français du 5 juillet. C'est quand même très peu. Ça, vous savez, s'il va y avoir d'autres rapatriements, c'est en cours? Non, mais il le faut. Il le faut? Il le faut parce que, attendez, juste une chose. Je reviens sur ces gamins qui ne comprennent pas pourquoi ils sont ceux qui restent. Moi, je n'en peux plus de les entendre dire et les entendre me demander, parce que je suis en contact avec certaines de ces femmes et de ces enfants, de me demander pourquoi, moi, ils m'ont pas pris. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de fabriquer là? Donc il faut se dépêcher. En une opération, le Tadjikistan a rapatrié 104 enfants et 42 femmes. Vous imaginez? En une opération. Donc la France est tout à fait capable de rapatrier vite tous ces enfants. Et bien entendu, on suivra effectivement ces prochaines opérations organisées par la France, la Belgique et d'autres pays sur TV5 Monde. Merci Marie Dauzé d'être venue faire un point sur ce dossier avec nous. Et merci à vous également Thomas Renard pour tous vos éclairages.